Donc ce mois-ci, sur Triskaï des Cafis, une lecture de Nagir au Malais, Changelin, la fureur du phénix. Yeah. C'est ça. Voilà. Bon, Et ben, je vais me laisser avec Maria et je coupe mon micro. À plus. Donc, on va commencer par le chapitre 1, donc le fameux passage avec Rosa. Il y en a beaucoup qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est parti. Donc, chapitre 1, Rosa. Mon nom est Rosa. J'ai un caractère pourri, je bois trop, je fume encore plus et je suis vieille. Je suis née il y a plus de 24 millénaires. Ça en fait du temps pour se rendre compte que la vie n'est qu'une suite d'emmerdes sans fin. Quant à savoir où, aucune idée. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis française ou italienne, même suisse, mais la géographie a tellement changé avec les différentes périodes glaciaires que je reconnais que dalle. Mon seul indice est que j'ai le type latin. Brune, yeux marrons. Tu parles d'une piste à suivre. Parfois je m'en fous car après tout, quelle importance. Des fois j'ai l'impression de ne pas avoir de racines, pas d'endroit à appeler mon pays, pas de chez moi. C'est long 24 millénaires à vivre ainsi. Si au moins ça pouvait s'arrêter. Car oui, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis immortelle. Mais attendez, il y a encore mieux. Je cumule non seulement cette malédiction, mais aussi celle de ne pas pouvoir avoir d'enfant. J'ai un esprit totem puissant, certes, mais franchement unique. Il m'interdit de me reproduire. Pas de m'accoupler, encore heureux. Hein. Avec tout autre changelin. N'est-ce pas une belle ironie? Je suis la première de ma race. Je suis la fondatrice de notre civilisation. Pendant des millénaires, j'ai parcouru le monde pour chercher les humains ayant la capacité de devenir comme moi, et je les ai transformés. Des millénaires. Jamais je n'ai trouvé d'autre phénix garou ou n'importe quel changelin qui soit acceptable pour mon emmerdeur d'esprit totem. J'approuverais même un chihuahua garou. Mais non, il ne veut rien savoir. Alors je suis seule. J'ai perdu espoir qu'un jour ce ne soit plus le cas. Oh, je ne suis pas en train de me plaindre, et plus maintenant. C'est juste une constatation. Idem pour le fait que je descende le whisky comme un bébé son biberon. Chacun ses défauts, il faut seulement apprendre à les accepter. À un moment, j'ai essayé d'envisager les choses autrement. J'ai commencé par adopter des changelins abandonnés ou rejetés par leurs parents humains. Mais je suis immortelle, pas eux, et ils finissent tous par mourir. C'était de pire en pire, et le dernier décès fut celui de trop. Il y a 2000 ans, ma protégée est morte dans un accident débile. Sur sa tombe, j'ai juré qu'elle serait la dernière. Trop douloureux, trop difficile de continuer. Pourtant, la solitude est un truc retors qui vous pousse à commettre encore et encore la même erreur. Mon erreur actuelle portait une grosse caisse de bouteilles de vodka. Elle remontait du sous-sol où se trouvaient les stocks du bar dont j'étais la gérante. Je me précipitais pour lui donner un coup de main. Charlotte, enfin, chat si on ne voulait pas se faire mordre, était une lionne garou, trop indépendante et dominante pour s'intégrer à sa meute. Je l'avais recueillie alors qu'elle avait à peine 12 ans. En fait, je n'avais pas vraiment eu le choix. Richard, le grand alpha d'Europe et de Russie, avait puni l'alpha des lions qui abusait de ses privilèges pour faire du mal aux plus faibles. Il avait trouvé la gamine dans une cage, agressive au possible, notamment avec les hommes, et l'avait embarquée avec lui. Il me l'avait confiée. Enfin, confiée. C'était un bien grand mot. Il m'avait ordonné de la prendre avec moi et de me sortir la tête du cul, parce qu'à pleurnicher seule dans mon coin, j'allais finir par déprimer et par lui être complètement inutile. Oui, je le citais. Il était comme ça, Richard. Il avait l'air de vous engueuler tout en prenant soin de vous, et si on lisait bien entre les lignes, il était même capable de vous glisser un je t'aime dans une série d'insultes. Un vrai nounours, impressionnant et grognant en permanence, mais avec un cœur en or. Son esprit totem principal était d'ailleurs l'ours, le protecteur, dont la colère était redoutable, surtout quand on était assez fou pour toucher au sien. C'était justement parce qu'il me considérait comme un membre de sa meute qu'il avait décidé de me sauver de ma solitude. Je ne lui en voulais pas, il avait raison.
J'avais perdu tout goût de vivre, j'étais presque devenue dingue. Il m'avait d'abord aidée en m'accueillant au sein de ses proches, m'intégrant à sa famille, puis il m'avait confié Charles. Elle avait complètement changé ma vie. Elle avait déboulé comme une tornade, me traitant comme les autres, avec son caractère entêté et son grand cœur. Ma lionne sauvage et magnifique, ma fille. Maman, je suis assez forte pour porter cette caisse toute seule, dit-elle en me repoussant. Je reculai d'un pas en levant les mains en signe d'apaisement. Quand elle avait quelque chose en tête, je vis son regard se poser sur mon nouveau serveur, Godric, un jeune ours-garou des plus charmants. Ah, elle frimait pour lui. Je lui jetai un œil peu amène qui effaça son sourire séducteur. Ce mec était un vrai piège à filles avec son air de bad boy. En plus, il avait au moins la trentaine physiquement. En vrai, il pouvait être bien plus âgé. Le temps avait peu d'emprise sur l'apparence d'un changelin. Par contre, lorsqu'il commençait à vieillir, cela venait rapidement. Du jour où ils découvraient leurs premiers cheveux blancs jusqu'à celui où leur corps cessait de fonctionner, il ne devait pas s'écouler plus de 5 à 10 ans. Pour des créatures vivant presque 200 ans, ça permettait tout juste de mettre ses affaires en règle et de faire ses adieux. Bref, tout ça pour dire qu'on ne peut jamais être sûr de l'âge réel d'un changelin. Franchement, je n'avais pas l'air d'être une vieille croulante de 24 000 ans, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'était pour cela que les gens ne croyaient pas vraiment que j'étais la Rosa, la première des changelins. Ça m'arrangeait d'habitude. Là, c'était dommage. J'aurais aimé que Godric y croie, ça l'aurait fait flipper. Quoique je pouvais peut-être le bousculer un peu, histoire qu'il pige bien le concept. « Mort !» chuchota-t-elle. « Arrête ça, tu vas encore foutre la trouille à un de tes serveurs. » J'ai haussé les épaules fatalistes. Ce n'est pas de ma faute si ce sont des trouillards. Elle posa la lourde caisse sur le comptoir et se tourna vers moi, main sur les hanches. T'as les yeux tout rouges, genre enflammés, tu vois. Ça ficherait la trouille à n'importe qui. Je me grattai la gorge gênée et pris une grande inspiration. Oui, bon, je l'avais peut-être un peu fait exprès. Je protégeais ma fille des prédateurs, je n'allais pas m'excuser non plus. Au fait, j'ai eu un coup de fil du grand Alpha. Il te demande de préparer la soirée d'anniversaire de Lucas et de bien lui confirmer que tu seras de relâche ce soir-là. Ah, il t'ordonne aussi de faire la fiesta. Je grommelai un instant dans ma barbe, fouillant mes poches pour repêcher mon téléphone. 3 appels en absence. Oh, il allait râler. Si je l'avais eu dès la première fois, j'aurais peut-être pu le convaincre de ne pas me forcer à assister à la soirée. Mais là, je n'avais plus le choix. Ok, je vais appeler Reptier. Je voudrais pas qu'il vienne me botter les fesses parce que je ne réponds pas assez vite. Elle rigola, sa voix douce montant dans les aigus. Oui, comme s'il pouvait oser. En tout cas, je veux que tu me promettes un truc. Je la regardai en haussant un sourcil, l'invitant à continuer. Elle se trémoussa un peu gênée et tout à coup sérieuse. Maman, tu bosses tout le temps et tu ne profites jamais d'une soirée. Une bonne partie du clan des Métas seront là. Ils sont super cool. Il y aura des gardes du corps partout pour gérer tout problème. Va droit au but, la coupai-je. Elle soupira et saisit ma main doucement en prenant son air de chapeauter. Je savais déjà que quoi qu'elle demande, je dirais oui. C'était imparable. Amuse-toi pour une fois. Fais la fête. C'est une super occasion. Tu adores Lucas et il va avoir 18 ans. Alors promets-moi de te lâcher, d'accord? Lucas. Il était le second fils de l'Alpha, un gosse que j'avais vu naître et grandir, une des personnes à laquelle je tenais le plus. Mais la situation n'était pas aussi simple. Mes sentiments pour lui avaient pris une tournure inquiétante depuis un certain accident, mais je ne pouvais pas parler de ça à Charlotte. Hors de question. J'osais à peine y penser moi-même. Je me forçais à sourire. Ok, je te le promets. Mais ce n'était pas comme si je pouvais l'éviter indéfiniment. Alors ça, c'est la première partie du chapitre. Donc je vais vous lire la petite deuxième du point de vue de Lucas. La pleine lune éclairait la nuit de son voile opalescent. La terre était humide sous mes pattes et la forêt regorgeait de vie. Les rongeurs sentirent mon odeur et se tapirent dans leur terrier, effrayés par le prédateur que j'étais. Derrière moi, j'entendais la course précipitée de mes poursuivants, tentant à tout prix de m'attraper. Mais je n'étais pas une proie facile.
J'accélérai encore, profitant de ma musculature puissante pour mettre de la distance entre la menace et moi. J'étais massif. C'était la moindre des choses pour un tigre de Sibérie de presque 400 kilos. Je n'en étais pas moins rapide, ce qui surprenait toujours mes adversaires. Malheureusement, parmi mes traqueurs, il y avait des loups. Ceux-là étaient capables de me rattraper. Ils arrivèrent à 3, l'un à droite, un autre à gauche. Le dernier tentant de me dépasser pour me rabattre. Au corps à corps, un seul individu n'aurait eu aucune chance. Mais à 3, le temps que je m'en débarrasse, la horde nous aurait rejoints. Plus aucune fuite possible. Les battements de mon cœur s'accélérèrent lorsque la panique commença à monter en moi. Ma respiration, déjà rapide, devait encore plus saccader, et je ne tarderais pas à être essoufflée. Ok, je devais changer de tactique, essayer de les semer avant qu'il ne soit trop tard. Dans la cavalcade, je m'étais dirigée vers le petit ruisseau traversant la forêt. Plus que quelques mètres et j'y serais. Mais mes adversaires étaient trop près et mon pelage blanc n'était pas discret dans l'ombre de la nuit. Je stoppais tout à coup, surprenant les loups qui me dépassèrent. Avant qu'ils ne reviennent sur moi, je grimpais dans un arbre, me servant de mes griffes pour m'accrocher au tronc, puissant d'un pin millénaire. Un peu plus haut, je trouvais une branche épaisse capable de supporter mon poids. Je m'élançais au plus vite sur le chemin improvisé. Loin en dessous, je voyais les loups tourner autour du dernier endroit où ils avaient senti mon odeur. Le temps qu'ils comprennent où j'étais, j'avais sauté dans un autre arbre. J'étais redescendu pile dans le ruisseau et j'avais atteint la berge. Ma trace olfactive serait brouillée. Cela me ferait gagner quelques précieuses minutes. Je ne comptais pas perdre la chasse ce soir. Je fonçai dans la forêt, me fiant à mon odorat pour trouver un sanglier. Si j'attrapais celui-ci avant que mes assaillants ne mettent les pattes sur moi, j'avais gagné. La forêt noire regorgeait de ces mammifères, au point de poser un problème dans la région. Nous ne tuions que les mâles les plus imposants. Nous tentions de respecter l'écosystème déjà fragilisé par la pollution et l'intrusion humaine. Les lais et les marcassins étaient des proies sans intérêt, alors qu'un vieux sanglier massif et vicieux, c'était bien plus drôle. Je détectai la présence de ma proie plus loin, sur ma droite. La piste semblait fréquentée et les empreintes fraîches. J'adoptai un petit trot rapide, récupéra un peu de la pointe de vitesse que j'avais fournie. Vu la taille des sabots de ma prochaine victime, je devrais être en forme pour la mise à mort. La bête devait bien peser dans les 130 kilos. Les défenses étaient une vraie saleté. Je devrais me méfier. Je me positionnai contre le vent, rejoignant discrètement ma place en hauteur. Je m'étais trompée. Mon futur repas faisait bien plus que mes estimations. J'avais rarement vu un sanglier aussi massif. Au moins 150 kilos, environ 1,80 m de long, et un bon 1,15 m de haut. Il ferait un magnifique trophée. Un craquement sur ma droite m'alerta. Impossible de sentir ce qui venait. L'air était saturé de l'odeur du sanglier. Une ombre noire bougea et je sus qu'il m'avait trouvé. Je n'hésitais pas. D'un bond puissant, je sautai sur ma proie, visant la jugulaire, mes énormes mâchoires s'y agrippant. Ce n'était pas une manœuvre facile, mais j'avais commencé à chasser à l'âge de 10 ans. Je réussis du premier coup. Il ne souffrit pas. Il n'eut même pas le temps d'avoir peur. Le sang jaillit dans ma bouche. Il était chaud, doux sur mes papilles et il me donna faim. Je m'installai plus confortablement sur ma bouffe, dégustant joyeusement de gros morceaux de l'animal. Un changelin loup, Laurent, si j'en croyais sa truffe rousse et ses poils noirs, voulut s'approcher de trop près. Je grognai contre lui, l'instinct du tigre prévalant sur l'humain, qui lui savait que personne ne lui prendrait son sanglier. Pas avant d'être gavé en tout cas. J'avais gagné et c'était mon anniversaire. C'était un bon début de soirée. Voilà. Eh bien, merci Maria pour cette lecture. C'est pas un exercice facile, j'en conviens. Merci beaucoup. Non, surtout quand on s'étouffe. C'est vrai qu'il y a eu le petit accident technique. Ouais. Voilà, Bargy, c'est déjà fini. Eh oui, c'est fini. Bah oui, ça fait au moins plus de 10 minutes même. Alors, attendez juste une seconde. D'accord. Alors, bon, bah, pour la lecture, comme dit Julie. Est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà. Vous pouvez les exprimer sur le blabla avec la voix ou écrire sur blabla avec les doigts qui fait tantiquer Monsieur Zorgum.
Voilà. Bargy pose la question suivante. Il y a combien de tomes? Alors, il faut savoir que Les Changelins, c'est le spin-off de la série mère qui s'appelle L'âme de la nuit. Donc Les Changelins en eux-mêmes, il y a 3 tomes papier, 6 actes numériques et un bonus que j'ai sorti à la Saint-Valentin. Donc en tout, ça ferait une série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec le recueil et 10 avec le recueil de fin qu'il y aura en 2022. D'accord. Déjà, tu vois large. Voilà. Ben, en fait, j'ai commencé la série à écrire en 2010 ou 2012 et je savais déjà où je voulais aller. Ce que j'avais pas prévu, c'était de faire le spin-off des Changelins qui m'a été demandé par les lecteurs et qui finalement a pris beaucoup de place parce que l'histoire était sympa à écrire aussi. Voilà. Mal. Puis on se laisse souvent prendre. Ce sera un shot ou 2 et puis ça s'étend. Oui, c'est exactement ça. C'était censé être quelques petites nouvelles à droite à gauche et puis ben non. Bargy toujours. Oui, je fais pas de one shot. Ouais. Non, c'est vrai. Le papier se suffit à lui-même. Il faut vraiment les numériques. Ben en fait, pour un tome papier, il y a 2 actes. Donc en fait, une fois qu'on a les 3 tomes papier, on a tous les actes. J'ai réuni comme ça 2 actes, un tome papier pour que ceux qui lisent pas en numérique puissent lire en papier et avoir la même histoire. Je pensais à tout le monde. Alors, voilà. une remarque de Zorglum, très sérieuse. Il y a de la discrimination chez les garous. Il n'y en a que pour les loups-garous, les lions-garous. Il y a les tigres-garous, d'ailleurs. Personne n'est impressionné par les problèmes des arrêts du garou. Pourtant, ce sont des bons personnages, à mon avis. Sortir, Zorglum. Alors, Zorglum, pour te répondre, chez moi, il y a très peu de loups-garous. On a quelques lions-garous, mais il y en a pas tant que ça. On a des chihuahuas-garous, des licornes-garous, des lapins-garous, des castors-garous, des marmottes-garous. Enfin, il y a un peu tout ce qu'on peut. Voilà. Oui, j'ai promis un écureuil-garou. J'avoue que il est pas arrivé. Finalement, je l'ai oublié. Parce qu'on m'avait demandé une marmotte-garou, donc j'ai fait une marmotte-garou. Enfin bref, voilà. Et donc ton lapin-garou, il s'est échappé pour aller ses gros mythes, c'est ça? C'est ça. Voilà, quelqu'un qui est très content du castor-garou, validé par Zorglum. Donc, en fait, les changelins, c'est des loups-garous, en quelque sorte. En fait, ça fonctionne C'est sur moins que ça. le principe des esprits totems, c'est-à-dire que chaque animal a un esprit totem. Et ces esprits totems sont des entités qui aiment bien se lier à certains humains, donc les changelins, et leur prêter leur pouvoir. Donc, tant que les animaux existent, il y a un esprit totem, donc il y a des garous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus les humains croient en certains animaux, comme les licornes, du coup, il existe des esprits totems licornes, et donc des licornes et des garous licornes. Voilà, il y a tout un panel. Alors le chanteur garou, il triche. Hein. Lui, un garou-garou. c'est un garou-garou. Donc ça fonctionne pas. Le saut passe pas à travers les murs. Ah, il y aura toujours les blagues sur le chanteur garou et des histoires de garou. Ça, c'est inévitable. Forcément. Et après, il y a les garous, donc ceux qui se transforment en un animal, et les métamorphes, qui eux se transforment en plusieurs. D'accord. C'est pas le genre de pouvoir, c'est pas le même genre de spécificité. Exact. Est-ce que c'est 2 camps bien distincts? Est-ce qu'ils se font la guerre? Alors en fait, plus ou moins. Disons que Rosa a dirigé les Changelins pendant de nombreux millénaires. Elle a pris sa retraite il y a 2000 ans environ. Et elle a donné dans les règles, en partant, que c'était les métamorphes qui dirigeaient. Tous les autres garous, elle partait du principe où ils étaient capables de comprendre tous les autres garous, vu qu'ils étaient capables de se métamorphoser en n'importe quel animal. Donc il y en a... Ah tiens, un garou-gorille, j'ai pas pensé. Ça change. Il y a de diversité là.
il y a de la diversité. Mais en fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça qui, n'importe quoi que ce soit, peut y avoir tous les animaux possibles. Je sais plus ce que je disais. Et donc, oui, les métamorphes dirigent tous les garous, ce qui pose problème à certains qui sont pas très contents de cette règle-là. Mais il n'y a pas de guerre ouverte, tout simplement parce que toutes les créatures surnaturelles du monde de l'âme de la nuit sont cachées. C'est-à-dire, elles doivent garder leur existence secrète. Enfin, c'était le but au début. Après, ça change. Alors, il y a des chiens-garous, Oriane, oui. Et beaucoup de chats-garous, d'ailleurs. Il y a énormément de clans chats-garous qu'on voit dans les romans. Est-ce que Rosa, c'est le personnage principal? Est-ce que c'est celui que l'on suit tout le long de la saga? Alors, comme au début, les points de vue sont alternés. On a le point de vue donc de Rosa, qui est quand même l'héroïne principale, de Lucas aussi, et on a d'autres points de vue comme Richard, qui est le dirigeant des métamorphes. On a le point de vue de Chat. On a le point de vue de Godric qui viendra aussi. C'est alterné. Parce que je suis du genre curieuse et j'aime pas ne pas savoir ce qui se passe du point de vue d'un autre personnage. Donc voilà, on voit tout en fait. Puis dans une saga, effectivement, c'est rare de ne voir le point de vue d'un seul personnage. Enfin, à part la saga de l'Assassin Royal, où tout est vu du point de vue de Fix. Oui, mais justement, c'est cette frustration-là de pas savoir ce qui se passe pour les autres persos qui m'a fait écrire au début. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand j'ai commencé, on m'a dit mais l'alternance des points de vue, ça se fait pas, c'est pas dans les codes, il y a pas le suspense. On m'a refusé dans plusieurs maisons d'édition à cause de ça, et surtout à cause du fait que bon, la saga mère, c'est une maman célibataire. D'accord. Donc je fais jamais dans les clichés en fait. Des raisons un petit peu tirées par les cheveux, on va dire. Enfin, je sais pas, c'est différent de point de vue. Bon. Enfin, je dis pas que c'est que chaque référence est obligatoire, mais c'est pas non plus un handicap, je trouve. Bah, il y a plus de 10 ans, c'était pas commun, et maintenant, bon, ça se voit sans problème, quoi. Oui. Bon, Oriane aime bien avoir les vidéos de tournage. Barge ici, j'adore ça, les points de vue alternatifs. Je pense que ça se ferait pas mal, justement, à une saga, peut-être sur un peu plus court, en one shot, oui, le point de vue, un point de vue unique, ça se tient, mais je pense que sur une saga, enfin, ça c'est propre opinion, peut-être important de diversifier le point de vue et d'élargir bien. Oui. Puis c'est beaucoup plus amusant à écrire aussi, parce que c'est différents styles d'écriture, c'est différents langages, c'est différentes façons de voir les choses aussi. Tout à fait, c'est un exercice assez intéressant, et le lecteur est ça, l'auteur c'est un challenge. Alors, qu'est-ce qui va encore sortir? Maria, voilà une manière originale de créer la parabole animalière. C'est un tout autre niveau, congratulations. Ah, voilà, il te félicite, c'est là. Bon, alors, Zorglum, tu as le droit de préciser ce qu'est une parabole animalière, parce que là, je suis pas sûre de comprendre. Il pense aux On peut lui donner la parole je sais pas. Si, ou alors il reste... Normalement, c'est bon, je crois. Avant qu'on ait une réponse... Ouais, Zorg, c'est Yoda, mais bien sûr. C'est pas ta seule saga, tu en as écrit d'autres, n'est-ce pas? Ça dépend si on parle de la saga mère ou... Enfin, c'est tout dans le même monde. D'accord, parce que j'ai vu aussi Après, des sagas comme les frères Sinclair et les Gargouilles. Alors, l'éveil des gargouilles est lié au monde de l'âme de la nuit. Ça se passe dans ce monde-là. Les frères Sinclair, c'est de la comédie romantique, donc c'est un autre style complètement. Mais il y a un personnage qui est transfuge et qui va dans l'âme de la nuit. D'accord, en fait, tu t'amuses un petit peu à voir certains personnages des spin-offs. Complètement. Je suis incapable d'écrire sans faire des petits clins d'œil à droite à gauche, ce qu'on appelle maintenant des easter eggs. Voilà, il y a toujours plein de petits indices, de trucs qui se recroisent. Enfin voilà quoi. Fetine fait souvent ça avec son gars. Hein. On retrouve des Oui, personnages. c'est vrai. Je le savais pas jusqu'à ce qu'on me le dise d'ailleurs. Ah ça, j'avais remarqué en lisant ça, mais c'était il y a plus de 30 ans, quoi. J'avais Shining avant. On retrouve le personnage de Dick Halloran dans un récit. Il perd un des personnages, quoi. J'avais été ça.
Voilà, mais dans Thérapie Bleu Maya, on a un très très court passage où on parle de Tara, qui est l'héroïne de l'âme de la nuit. Gaël demande s'il y a une suite de prévue aux frères Sinclair. Je crois qu'une comédie romantique, ça a dressé quelques oreilles. Alors, le truc avec la comédie romantique, c'est que j'ai énormément de mal à écrire de la romance tout court. C'est pour ça que j'avais fait des petits crossovers parce que j'arrivais pas du tout à avancer. Donc ça fait quelques années que je suis censée faire la suite parce qu'il y a 3 frères, donc 3 tomes. Et je pense que je vais le faire une fois que j'aurai terminé le projet de l'âme de la nuit, parce que comme je suis tellement sur ça, ça fait 10 ans que je suis dessus, et c'est vrai que j'ai envie de voir la fin, parce que depuis le début, j'ai envie d'écrire ce tome-là que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Ombrescence. D'accord. Cette femme ment, dit Céline Garou. Ah oui, c'est vrai, il y a L'Aventurière du chômage perdu aussi, c'est une petite comédie romantique, mais là c'était une vengeance personnelle Ah, par rapport à une expérience de formation que j'ai eue. Enfin, c'est les aventuriers, il y a 2 tomes, 2 histoires totalement à part. Il y a L'Aventurière du chômage perdu, où voilà, je fais c'était vraiment une petite vengeance sur le système du pôle emploi par rapport aux écrivains, de la CAF, des centres de formation pour adultes, ce genre de choses, parce que j'ai vécu des trucs assez hallucinants là-bas. Et l'autre, c'est Les Aventuriers du Gilet jaune maudit, qui lui est complètement autre chose. C'est un recueil de témoignages avec une petite histoire qui est dedans, justement, un point de vue qui est très différent. Mais c'est vrai que ces deux-là sont à part. Mais c'est tout simplement, un jour j'étais énervée et puis j'ai commencé à écrire l'histoire et je crois que je l'ai écrite en 3 semaines, 4 semaines, le là on premier peut jet. vraiment parler d'écriture cathartique. Ah, complètement. Complètement, c'était vraiment la vengeance. Là, j'en Mm. pouvais plus, il fallait que ça sorte. Pour revenir à Parable animalière chère à Zorglum, Parable animalière, c'est de raconter l'histoire du point de vue d'un animal. Là, tu Oui, disais que tu c'est poussais vrai un qu'il peu y a loin des points de vue animaux dans mes romans. Il y en a un, il y en a deux. Oui, j'ai même une histoire qui est racontée du point de vue d'un esprit gardien, parce que les animaux, dans mon monde, il y en a certains, ce sont des esprits gardiens, c'est-à-dire qu'ils sont un peu... C'est... dans mon monde, la réincarnation existe. Donc déjà, ça change énormément de choses, dont le fait que certains anciennes âmes de lumière ou des changelins ou d'autres se réincarnent en animaux. Et leur boulot est d'aider les humains ou ceux qui sont un peu paumés ou ceux qui sont des créatures surnaturelles. Enfin, ils aident tout le monde avec leurs petits moyens. Et la nouvelle, donc c'est le Noël de Tara. On croise un de ces esprits gardiens. Elle le saura jamais d'ailleurs que c'était un esprit gardien pendant le temps où elle aide un SDF. C'est des sortes d'anges gardiens animaux. Voilà, c'est ça. Il y a un petit côté La vie est belle de Franck Capra. Oui, ça me, oui, il y a plein de petites choses comme ça. Mais après, du moment où dans un monde on pose certaines choses comme la réincarnation, du coup, ça change énormément de principes. Par exemple, toutes les créatures surnaturelles de mon monde sont pansexuelles, puisque c'est des réincarnés, donc ce n'est qu'une enveloppe, donc on s'en fout. Voilà, c'est le principe même. Donc ça me fait beaucoup rire quand j'ai des gens qui sont homophobes et qui commentent mes livres. Ah, ah, Ouais, ça c'est un ou problème. racistes. Ah, c'est encore plus drôle. Oui, ça, on dit bon, c'est bon, ça va passer sous les radars des rires. Merde. Ah oui, non, mais ça, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, c'est l'aventurière du chômage perdu. C'est une histoire entre donc une Française et quelqu'un qui vient enfin des pays d'où il vient déjà? Je sais plus, Maroc, je crois. Le pays du Maghreb, donc. C'est un berbère. D'accord, ok. Et en fait,
voilà, j'avais eu des messages privés disant vous devriez retirer ce livre, un couple comme ça interculturel, vous allez pas le vendre, Ah, vous allez nuire à votre réputation. Mais quelle réputation, Au- enfin, je me dis. déjà, déjà pour commencer, et puis c'est qu'ils ont rien compris quoi. Ouais, bah, Voilà. c'est que, bah, ils vivent dans un monde aseptisé, ils vivent tous à Neuilly, où tout est blanc, or, où il n'y a pas de diversité, rien, quoi. Non, Ouais. mais c'était assez hallucinant, surtout sachant que je suis même pas née en France, que je suis pas d'origine française, de venir me dire ça à moi. Donc voilà, ça m'avait, j'avais ri jaune au début, Oui. j'avoue, puis maintenant j'en rigole parce que, euh, comment dire, je lui ai dit un Bah, peu d'aller se faire voir, bah, y a que ça à faire, voilà. hein. Donc Y a pas à discuter, tu ignores, après, t'envoies si je suis bouler. partie en auto-édition, c'est pas pour rien non plus, c'est parce Hum, que je veux écrire ce que j'ai envie. mhm. C'est il y a quelques années de ça, je me suis lancée parce qu'on m'avait refusé une nouvelle homosexuelle dans la D'accord. maison d'édition où j'étais. Mhm. On m'avait dit oh non du MM, c'est pas vendeur, ça se fait pas. On en parle maintenant. Oui. Hum, Voilà, maintenant c'est tout à fait commun, c'est quelque chose. Donc je l'avais très mal pris en fait cette histoire-là. Parce que c'était une petite nouvelle qui était très sympathique, toute mignonne et tout. Et puis ben du coup j'étais partie ailleurs, quoi, tout ouais. simplement. Hein. Ouais, pas assez tolérant dans l'esprit. Ça change, Non, enfin puis maintenant bon. ils en éditent. Bah oui, parce Voilà. que bon, il y a de plus en plus de jeunes lecteurs et lectrices qui sont très au fait de ce genre de choses, qui savent qu'il n'y a pas qu'une seule sexualité, que bon, enfin dans Oui, la vraie vie voilà, en tout ouais. Donc cas, voilà, quoi, c'est pas l'âge pour tous non plus, l'âge pour tous la vie pour tous non plus. Tout le c'est monde a un le droit peu de ça, s'aimer, quoi. ouais. 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 Bon, Zorgon, Donc ne nous mets moi pas ça de clip m'avait de halluciné. Zemmour. Oh, dégueulasse. Vraiment, c'est lui l'horreur Donc quasiment voilà. le nazisme. Ouais. Voilà, donc moi ça me fait beaucoup rire parce que je vois que j'étais peut-être un peu trop en avance sur mon temps, on va dire ça comme ça. Mais Oui, un peu trop en retard aussi, hein. oh, peut-être, ouais. Non, mais c'était lamentable. Je regrette pas du tout d'avoir quitté les maisons d'édition. La seule maison d'édition que je regrette, c'était Site Presse, qui malheureusement a fermé parce que l'éditeur a eu des soucis de santé. Ah oui, d'accord. Et c'était génial. Voilà, Mhm. c'était une toute petite maison d'édition, mais je faisais ce que je voulais. L'éditeur était toujours derrière moi, en train de me soutenir, parce que bon, quand on écrit, c'est pas évident non plus. Et vraiment, il était à fond sur tous mes projets, tout ce que j'écrivais. C'était un lecteur à la base Mhm. euh, que j'ai rencontré il y a presque 10 ans et qui a ouvert sa petite maison d'édition et parce que il voyait il connaissait plein d'auteurs qui étaient mal là où ils étaient. Ouais. Donc il a voulu arranger les choses et ça marchait super bien. Mais bon, malheureusement, des fois la santé choisit pour toi. Ouais, heureusement, ouais. Encore te trahit, c'est... Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué en tout cas qu'il y a beaucoup de petites éditions qui sont bien sympas. C'est souvent euh, c'est souvent des lecteurs très aguerris, certains qui souhaitaient être écrivains et qui ne pouvaient pas de l'édition, et qui font leur propre petite maison d'édition à eux. Et Voilà, ouais. oui, et puis bah ils savent ce que veulent les écrivains. Bon, ça se vend pas des masses, ça reste assez confidentiel, mais l'ambiance sociale sont toujours très sympas avec eux. Ils sont très humains, ils se mettent en quatre pour que tu sortes le meilleur possible, sans bâiller ni rien. Voilà. Oui, non, c'est des expériences assez agréables en général. Non, puis un vrai boulot. Il y avait un vrai boulot d'édition, de correction, la couverture, tout était vu avec l'auteur. Les pourcentages étaient rien à voir avec les grosses maisons d'édition où j'étais. Non, franchement, j'étais bien. Je préférais faire moins de ventes, mais écrire en ayant envie d'écrire. Mhm. Parce qu'à un moment, quand on n'est pas bien dans sa maison d'édition, on n'a plus envie. Il y avait d'autres raisons que celles évoquées plus haut. C'était pas seulement une question d'ouverture d'esprit, il y avait d'autres choses aussi. Ben, les changelins, par exemple, Mhm. j'étais d'accord avec mon éditrice pour qu'elle publie les papiers et que je garde le numérique. Et 15 jours avant la sortie, donc j'avais booké plusieurs dates de dédicaces, des salons, etc. Et 15 jours avant la sortie, elle annonce les livres du mois et il n'y avait pas le mien. Ah.
Et D'accord. donc je lui demande ce qui se passe et elle me dit: «Tu essayé de m'arnaquer en me prenant les droits numériques, ton livre ne sortira pas chez moi». Ah d'accord, vous étiez mis d'accord, elle avait OK avec ça? Oui, Et donc, mais malheureusement, on avait oublié le contrat, on s'était vu au salon du livre et le contrat était pas à mon nom de mariée. mmh, Donc je lui avais demandé juste de refaire en changeant le nom et et puis du coup, j'ai jamais reçu le contrat et le livre est jamais sorti alors qu'on avait fait les corrections, la couverture et tout. sympa. Et donc c'est là que j'ai repris toutes mes billes et que je suis partie chez Cypress et que j'ai envoyé tout le monde bouler. Bien fait. Voilà. OK. Et du coup alors tes livres maintenant on les trouve où? Sur Amazon? Alors tout est en auto-édition sur Amazon parce que j'ai cherché énormément ailleurs, immatériel, etc. J'ai fait le tour de toutes les solutions possibles, y compris un imprimeur et le faire moi-même, Mmh. mais c'est ingérable. Ouais. Ingérable si on n'a pas de l'argent à investir d'entrée. Mmh. Alors qu'Amazon, bah, c'est eux qui payent le mieux, hein. Ouais, Faut malheureusement, pas, ça a beau être voilà, le grand hein, Satan, malheureusement. voilà, c'est celui Alors sur c'est le lequel grand Satan, on se replie. mais alors Amazon, il y a un truc à savoir, c'est que oui, tu as le marchand Amazon, mais tu as Mmh. toutes les petites boutiques à côté qui sont référencées sur Amazon. Et D'accord, les petites boutiques à côté référencées, c'est des gens ben, comme moi, d'accord. voilà, qui ont leur petite entreprise et ils sont juste référencés là-dessus, quoi. Donc, faut faire la part des choses, à mon avis. Moi, ce que je fais, c'est que je cherche sur Amazon et après, je vais acheter directement chez la personne concernée. Ah ben, Voilà. Donc, et c'est ce que font beaucoup de gens. Pour mes livres, ils me contactent par mail parce que je mets mon mail de partout, de toute façon. Et quand ils sont pas sur Amazon, parce que c'est un format spécifique, ben, je leur envoie directement par mail. d'accord. Ou par courrier quand ils veulent un papier, parce que j'en ai quelques-uns chez moi. Enfin, voilà, on s'arrange, quoi. Mmh. Bah, c'est bien, du coup, ça te permet aussi d'être en contact avec tes lecteurs. Ah ouais. Ça aussi qui est un peu difficile avec l'auto-édition, c'est que, bah, en fait, il faut être très très présent sur le terrain pour pouvoir se vendre, se composer, garder un contact avec des lecteurs et essayer autant que possible d'englober un tas de personnes, et c'est pas facile de faire ça. C'est sûr. Mais après, moi, c'est vrai que cette partie-là, je m'en occupe pas vraiment. Je suis un peu sur les réseaux. Là, en ce moment, beaucoup, parce que comme j'ai un projet Ulule qui arrive, On va parler. oui, l'auto-édition est chronophage, Bargy. C'est vrai, mais à côté, on a une telle liberté de faire ce qu'on veut, au rythme qu'on veut, que l'un dans l'autre, je regrette absolument pas. Surtout que moi, je suis pas du genre à faire de la promo en permanence. J'ai la chance d'avoir une base de lecteurs qui sont fidèles, qui me suivent, qui partagent mes publications, etc. Donc pour ça, c'est vraiment bien. Et au final, non, ça me prend pas tant de temps que ça de faire la promo et tout le reste. Euh, non, non, non. C'est chronophage, c'est difficile parce qu'on est tout seul, parce qu'il faut tout faire soi-même. Mais moi, je regrette pas en tout cas. Et je gagne beaucoup plus. Ah, Ça aussi. oui, parce que tu t'es fait un cercle assez fidèle. Voilà, puis ne serait-ce qu'avec l'abonnement Amazon, Hein. je veux dire, on touche de l'argent tous les mois. C'est peut-être pas énorme, mais par rapport aux 6 ou 7% par livre qu'on touchait, Ouais, parce que c'est- normalement, c'est entre 8 et voilà. 10%. Enfin, en tout cas, les Euh, éditeurs marchent comme ça. normalement. Ouais, normalement. Donc, pas chez tes... c'est rageant. C'est rageant. Normalement, j'ai vu des maisons d'édition, oui, où c'était 6-7% des grosses maisons d'édition, hein, pas des petites. Oui, bah oui, parce que, bah, moi, en tout cas, j'ai toujours vu les petits éditeurs, ils faisaient toucher 10% en grand maximum. C'est entre Ça, 8 et c'est bien. 10%, quoi. Oui, bah oui, parce que bon, ils tiennent à leur peur, ils veulent, bah, on se rend service mutuellement, ils ont nous, et, voire même plus que nous deux, quoi. Bargy demande si tu vis de ta plume. Attends, tu as répondu Presque. 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 Presque dans le sens où si je voulais vraiment en vivre, j'écrirais plus, je ferais que de la promo. Mm. Donc j'ai trouvé un équilibre entre les deux. Alors je travaillais avant à côté, mais là depuis le Covid, il y a plus de boulot en intérim quasiment. Ah, vite. Et j'ai décidé de passer le pas. Je me suis déclarée en tant qu'artiste-auteur.
et je ne travaille que là-dedans. Alors c'est beaucoup de boulot, faut pas compter ses heures, hein, Puis beaucoup mais de je boulot regrette pas. administratif aussi. Administratif aussi, mais finalement il y a des groupes Facebook qui aident énormément pour tout ce qui est administratif, pour être dans les clous, pour les déclarations, etc. Donc non, finalement, c'est passer le pas qui est difficile, mais une fois qu'on est dedans, ça va. Et puis, faut pas hésiter à me demander. Moi, je donne des conseils pour l'auto-édition. Il y a aucun souci, quoi. Quand il est étudiante, toi, tu es seule à apprendre sur le tas pour l'auto-édition ou on t'aide aussi? Complètement. Mais après, moi, je suis du genre à aller poser des questions. Donc, je suis allée voir sur Amazon les auteurs françaises qui s'auto-éditaient, qui fonctionnaient. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont répondu à mes questions. Après, j'ai découvert les groupes Facebook. Et c'est vrai que les groupes Facebook, ça m'a été d'une aide, mais incroyable. Vraiment. C'est cool. On peut poser des questions, ils répondent, ils aident. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les maisons d'édition où tu posais des questions aux autres auteurs et te regardaient comme si t'étais une merde, quoi. Ah, malheureusement, il y a un petit côté élitiste des fois. Mais J'arrive pas je à sais le- pas pourquoi ils partent du principe où il faut écraser les autres pour réussir, alors qu'une personne ne lit pas qu'un livre par Oui, an. tout à fait. Enfin, Ouais, à ouais. mon sens, c'est évident, mais bon, apparemment pas pour tout le monde. Je sais pas, il y a un esprit de compétition, puis il y a le fait que ça y est, on se croit arrivé parce qu'on a été publié par un éditeur non prestigieux, gna gna. Bon, bah non, c'est le début du chemin, hein, c'est pas non plus, c'est pas non Ah, plus mais quand on voit l'accomplissement, les quoi. coulisses, Oui, tout à fait. quand on voit les coulisses, ben, je veux dire, j'ai lu, le pourcentage était à 7,5, hein. Eh oui. Ah d'accord, ouais. Même pas 8%, Voilà. non, non, le Même pas pire mesquin. 8%, non. Après, je sais pas si ça a changé depuis parce qu'ils m'avaient commandé ben, la romance, Mhm. Thérapie Bleu Maillot. C'est eux qui me l'avaient commandé et que j'ai galéré pour l'écrire. Et je devais recevoir un contrat, etc., avec un avaloir. C'était waouh, la route vers la gloire. Euh, et puis 2 ans plus tard, j'avais toujours pas le contrat. On m'avait Oh, demandé de changer de pays parce que moi, tous mes romans se passent en France. Et on m'a dit c'est pas assez sexy la France. Et à un moment, et au final, ils m'ont envoyé un contrat que pour du numérique. Donc je leur ai dit d'aller se faire voir. Voilà. Je sais que je me suis grillée auprès de toutes les grosses maisons d'édition, hein, mais j'en ai rien à faire. À un moment, faut savoir ce qu'on veut. bah non, en plus c'est marrant ce que tu me dis sur le fait que la France n'est pas vendeur, parce que je sais qu'il y a un éditeur qui avait lancé un débat sur Twitter sur le fait que bah, pourquoi les gens veulent toujours installer leurs intrigues aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, etc. Ça manque d'originalité. Bah, la réponse est là, hein, c'est que les éditeurs français étaient très frileux et voulaient faire un truc. Bah, comme ils se disent que ben la littérature francophone, de l'imaginaire, c'est pas vendeur, et ben, essayer d'ambitioniser un peu. Maxime Chatham qui fait tous ces trucs Voilà. aux États-Unis. C'est ridicule. Je veux Ah oui. dire, on est français. Enfin, moi, enfin, surtout en venant d'un autre pays, je suis née au Chili, la France, mais je l'aime, quoi. Je veux dire, elle est magnifique, c'est un pays magnifique, il y a de tout en paysage. Je veux dire, il y a une variété de paysages à décrire ou placer les choses qui est énorme. C'est évident. Et bizarrement, l'échange là, c'est en Allemagne. D'accord. Oh, ça va, c'est original aussi, hein. Il y a plein de belles choses en Ben, Allemagne. Robetier, en fait, j'ai cherché un nom. C'est souvent à cause des noms hein, que je place mes trucs quelque part. Et je cherchais un nom qui voulait dire, je sais plus ce que c'était, sauvage ou bête ou un truc comme ça, Robetier. Et c'était Mhm. un nom allemand. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'Allemagne, j'y suis allée déjà. Et la forêt noire est splendide. Donc c'était un super endroit. Et Rosa, elle vit en France. D'accord. Voilà. Bon, bref. Je vais pas tout raconter non plus. Alors, hors des bêtises de Zorglum qui bon qui inculte la Conan le barbare en mettant en gif et en disant qu'il n'y a rien de mieux dans le de l'édition. Euh, Ouais, il a raison. bah oui. Et puis dans le monde du cinéma aussi, hein, John Milius Forever. Euh, Bargy dit, je dirais que les USA a un côté libre, personne ne connaît les rues, lié en majorité, ça aide d'écrire et de laisser liberté pour le reste de l'histoire, ce qui n'est pas complètement faux effectivement pour les BO-auteurs, on va dire. C'est vrai. Alors, il y a un truc qui s'appelle Google Maps. Moi, je visite tous les endroits par Google Maps. Tous les endroits où j'écris, je les ai visités par Google Maps.
Ou Ils alors font c'est des beaucoup endroits que je d'écrivains. connais, comme Lambesc, comme Avignon. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Saint-Angèle aussi qui est en Corrèze. Oui, non, Mhm. je sais plus. Oui, c'est en Corrèze. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça, quand même. On a le choix, quoi. J'ai Voilà, une j'ai un demande en morceau mariage. aussi. Ah, c'est un bon parti, hein. Faut Ah pas bon? hésiter. Bah, je suis déjà mariée, moi. J'ai pas dit quand même, désolée. Euh, alors, Julie dit, après, on a oublié d'écrire à Paris. Oui, bon, j'espère que ça ne dit pas. Si on écrit dans les autres villes, il y a pas de possibilité. Mais tout à fait, madame. Peu de gens Oui, connaissent Paris. oui. Ben, effectivement, bah, il y a pas mal de super bons points et tout, qui ont lieu à Marseille. Bah, il y a des émissions Élection Senior qui laissaient Oui. vraiment libre cours à des idées de villes qui ne font pas forcément pour les polaires. Oui, heureusement que tu me visais pas, oui. Franchement, ouais, de plus en plus, essayer de trouver des lieux diversifiés. Je suis une Bah, seule petite après, femme, moi, hein. j'ai repris des endroits de Paris aussi, hein. Avant qu'elle prenne feu, j'ai cramé la cathédrale. C'est ta faute! J'ai pas fait exprès, mon livre est sorti avant, m'embêtez pas. Bargy. Bon, Google Maps, j'utilise aussi, mais ça ne suffit pas. Le mieux, c'est de créer des lieux qui n'existent pas. Ouais. C'est le world building, c'est une autre histoire, c'est un peu plus délicat. mais après, ça dépend. Moi, comme ça a pour base notre monde, du coup, je reste à fond sur notre monde, quoi. Oui. Y compris pour la Russie, parce qu'il y a tout un roman qui se passe en Russie. Il y a Moscou, il y a la Sibérie. Enfin, ils voyagent beaucoup, mes change-là. Puis le monde est assez diversifié, puis même, même il existant, tu peux vraiment projeter tes fantasmes. Enfin, ce que je fais avec, on a traité de saloperies parisiennes sur le chat, c'est ce que je fais à Paris. Vu que l'histoire de l'île est assez sombre et glauque, de rien, il y a quand même des kilomètres de souterrains et de lieux secrets. Donc, il y a de quoi réinventer la ville. Ah ben, il y a de quoi s'amuser. Ouais. Bah, j'ai Mm. rajouté des souterrains à Avignon. Bon, il y en a, mais sous le Palais des Papes, j'ai rajouté des trucs aussi. Il y a des portails chez moi, donc c'est marrant aussi C'est un peu pour ce faire qu'avait des fait. extensions comme ça. Bah oui, voilà, mais c'est ce qu'avait fait Gaston Leroux, je crois. L'auteur du fantôme de l'opéra, c'est. Corrigez-moi si je me trompe. C'est bien Gaston Leroux. Il avait donc créé des souterrains sous l'opéra pour placer son action. Ouais, bah ouais, faut pas se gêner. Après, quand on écrit du fantastique, c'est quand même beaucoup plus libre. On peut délirer. Après, Bargy écrit des très très bons romans aux USA. Mais c'est vraiment dans une ambiance très particulière et c'est tellement bien rendu, c'est tellement humain parce que c'est souvent le problème quand on les place aux USA, Mm. t'as des clichés qui reviennent en permanence, mais pas chez elle. Mm. Et ça, Cool c'est ça. agréable. Voilà. Mm. Ville qui n'existe pas, et nous en France, pour faire l'équilibre. Bon, c'est gentil d'y penser, effectivement. Puis, comme elle dit, elle a raison d'ailleurs, on est baigné de la culture US de notre jeunesse. Et donc, effectivement, on a tendance à fantasmer sur les villes américaines et le théâtre des Américains, que ce soit dans les bains, les séries, les films. Donc, oui, c'est un peu normal, on a du mal à se Quand on a débarrasser. grandi avec Supernatural, ça aide. Ah, t'as été 8 fois aux USA par jour? Ouais. Mal, donc effectivement, tu t'es bien nourri. Mais ça se ressent, ouais. Ouais, 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 ça se ressent dans ces romans, c'est agréable. intéressant. Margie, tu es autrice auto-éditée aussi? Non, elle est éditée chez Bookmark. D'accord. Mais Bookmark, c'est encore un truc à part. La maison d'édition est vraiment hors norme, je trouve, par rapport à Oui, c'est Ah, Mix Mix Édition, mais Édition. c'est pas Bookmark, Mix Édition, je croyais. Correction, Je suis Mix désolée. Édition, attention, hein. Pardon, Je c'est crois qu'il Mix Édition. y a des menaces en Ça direct. a été je me trompe pas en disant que ça a été dans les premiers à sortir du MM, de la romance homosexuelle. Je me trompe pas, là, au moins. Tu Ouais, vas parce que, prendre la attention. parole, Bargy? Oui, tiens, vas-y. Sur le micro si tu veux. Bon, non, t'es dans ton sentiment. Ah, ça y est. Alors, Margie, on t'entend bien.
Oui, mais non, mais c'est normal, j'ai un vieux PC tout pourri. Là, je t'entends. J'ai des choses tout pourries qui restent. Là, on t'entend bien, t'inquiète, vas-y. J'ai mon nez carrément sur le micro. Donc, c'est pas Bookmark, c'est Mix Édition, excuse-moi. Et en fait, eux, ils étaient venus me chercher parce que je faisais de la FIC à l'époque. Ouais. Ils sont venus me chercher, moi je connaissais pas cette maison d'édition. C'est vrai que ils sont allés chercher pas mal de monde sur les fanfictions Supernatural. Il y en a plusieurs que j'ai poussé à aller voir en ME parce qu'ils faisaient des histoires géniales, dont Bargy d'ailleurs et Chat aussi. Ça m'a déboulé. Attention avec Je les les ai fanfics, hein, ça corrompus. peut mener loin. Regardez. Bah, j'ai commencé comme ça. Hein. Ah, d'accord. La première. En fait, j'ai lu Twilight et ça m'a tellement énervée. Oh putain, mais Twilight, le secours, t'as quand même pas lu les 50 nuances de gris? Non, Bah, certainement 50 pas. nuances de Non, gris. je l'ai lu quand c'était une fanfiction. 50 nuances de gris, la fanfiction de Twilight. Oui, oui, c'était une fanfiction de Twilight à la base, donc je l'avais lu à cette époque-là, mais j'avais même pas dépassé le début en fait. Je crois que la gênance parce était que forte, comme disait. et d'ailleurs je l'ai pas relu après. Non, c'est bon déjà que Twilight. Non, mais ça m'avait frustrée parce que c'était tellement ado que ça me correspondait pas et je trouvais que ça allait pas assez loin. Et du coup, j'ai commencé de suite à écrire une fanfiction qui n'a même pas dépassé le premier chapitre puisque je suis partie directement sur l'âme de la nuit. D'accord. Et je l'ai publié en quoi? En fanfiction originale, le début, et j'ai eu des très très bons retours et du coup, ben voilà. Ah, une fanfiction, des fois, c'est une question de frustration. C'était sur c'était sur fanfic.fr et ensuite je suis passée sur AO3. Wattpad, j'y suis jamais allée. Vraiment, comme dit Bargy, ce sont des publics différents. Là, t'es repassé au clavier parce que c'est un peu ça. Ah bon, oui, c'est marrant de commencer. Moi, je pense que c'est un petit peu... Enfin, moi, quand j'étais gamine, en tout cas, je faisais des fanfictions aussi. Enfin, avant que ce soit des fanfictions, hein, parce que bon, à mon époque, ça existait pas, il n'y avait pas Internet et tout. Oui. C'est un exercice quand même, je pense que c'est pas mal, en tout cas, pour bâtir l'univers. On reprend des personnages, et puis finalement, tu les assimiles un peu, et... les bonnes fanfictions Buffy. Au nom de la loi, ouf. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah moi je le regardais quand j'étais petite, mais c'est vieux. Oui, je suis vieille, ok. Comme Bargy. Moi c'était X-Files. Ah oui. J'avais fait une fanfiction X-Files que personne n'a jamais lue, je sais même pas où elle est. Parce qu'il y avait un épisode qui m'avait frustrée, donc j'avais commencé par ça, je devais avoir, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Ou c'était plus tard peut-être, je sais pas. Mais oui, j'ai toujours écrit des trucs, quoi. Ouais, voilà. Moi c'était sur des anneaux, mais bon. Moi, j'ai tout. Ah, j'ai découvert beaucoup plus tard tout ce qui est fantastique. Et je l'ai énormément regretté d'ailleurs. Parce que je l'ai découvert, j'avais 15 ou 16 ans. Et comme le jeu de rôle sur table, je l'ai découvert, j'avais 18 ans. Et c'est le seul moment où je me suis sentie enfin à ma place quand j'ai découvert le jeu de rôle sur table. Et ça a été la libération. Et tu as continué? Tu es toujours rôliste? Oui. Hein. Oui. Oui, oui. Bon, on joue plus parce qu'avec les gamins et puis Zorglum, il est loin, il est vers Marseille. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que, voilà, petite zone, Marseille et tout, ça fait pas les Zorglum. Voilà, et c'est vrai que j'ai commencé par le GN, c'est-à-dire le jeu de rôle grandeur nature. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. On connaît le principe. Le rôle 20, non, j'ai pas connu encore. Je me suis arrêtée avant le rôle 20. Ça me parle légèrement, je ne suis pas rôliste. Melchior Leff, il nous avait fait un truc qui s'appelle Interlace, qui est un jeu de rôle horrifique. Ah, c'est la gamme. Ah, moi, c'était les Cthulhu, les soirées Cthulhu à la fac. C'était quelque chose aussi. Ouais. J'ai jamais rien pigé au jeu de rôle. Il faut un monde. Tu en fais pour les guiches, Bargy, ça suffit maintenant. De toute façon, il faut un bon maître du jeu. Tel est le secret.
Donc voilà, ouais, c'est un peu tout ça aussi qu'on retrouve dans mes bouquins. C'est bourré de références au Seigneur des Anneaux, Star Wars, les jeux de rôle, les jeux vidéo, parce que je suis gameuse aussi. Donc c'est bourré de trucs comme ça, de petits Multiculturel. easter eggs. Ah De oui, oui, oui. Supernatural. Après, Céline, elle le fait très bien aussi dans son bouquin. Elle a fait un truc génial avec une sorte de jeu de piste pour tout retrouver à la fin. C'est excellent. Mais oui, 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 dans Avenger World, moi, je me suis un peu amusée, effectivement. Ouais, ouais. C'était super bien pensé. Ma fille a eu 18 parce qu'elle l'a lu et elle l'a présenté pour un exposé de français. Voilà, faut le dire. Attends. Bon, tu peux... Je crois qu'on a perdu Céline, d'ailleurs. Ah, ouais. Mais alors, on parle d'elle et Madame Non, mais tant s'éclipse. pis. Tant pis pour elle. Hein. Bon, et ben, là, il est 19h03, les enfants. Donc, on va dire que c'était une conversation lecture rondement menée. Voilà. Et n'hésitez pas, le Ulule commence lundi. Oui, on n'avait pas parlé du Ulule. Honte, honte. Est-ce que tu peux me donner le... Tu n'as pas encore le lien pour le Ulule? Je l'aurai lundi. Alors, D'accord. le lien, c'est, je vais l'écrire, c'est ulule.com, âme de la nuit. D'accord. Donc, comme on dit en Angleterre, stay tuned, parce que bon, on va en reparler sur Twitter. À quand le jeu Voilà. de rôle champ de Et c'est vrai que là, c'est pour éditer le dernier tome, donc Ombre Essence, et faire une édition en version collector, couverture rigide, etc. Avec Irlande nous rappelle aussi qu'il y a eu les saisons Oui, d'étranges. exact. Ouais, je suis allée voir d'ailleurs. Ouais. On va pas faire trop d'ombre à tout la parce qu'on a bien fini. Toi, Non, plus ça a rien à voir. De toute en façon, plus c'est déjà. vraiment Donc très là, on va pas différent. se tirer dans les pattes, ça va être nickel. Oh non. De toute façon, Ulule, c'est comme tout le monde, hein. Les gens, ils font pas qu'un projet Ulule, hein. Quand ils veulent des Ouais. trucs, des bouquins, des artbooks, des trucs comme ça, ils vont sur Ulule et c'est vrai que c'est un très bon moyen d'avoir des super bouquins un peu hors réseau et un peu différents des autres. Enfin, moi, j'aime bien, quoi. Je sais que je participe de temps en temps quand je veux m'acheter un bouquin. Je vais sur Ulule regarder ce qui est en cours. Voilà. Après, bon, ça, on en a une autre fois, parce que là, on a bien discuté, mais bon, il y a quelques petits problèmes avec lui. J'ai l'impression que ça commence à être un peu en perte de vitesse. Enfin, j'espère que ça va pas tenir à ta campagne, en tout cas, j'espère très fort. Me dis pas ça. Ah non, non, je suis désolée. Je suis désolée, je voulais pas ça. J'en peux plus. Oh non. Non, mais on va booster les choses, quoi. Du moment que tu as un pied, ça marche quand tu as un pied dans le pied. Ça, y a pas de souci, je pense. Et voilà, comme dit Bargy, les lecteurs suivent sur Ulule. Mais c'est juste pour attirer des personnes, par contre, il va falloir mettre les bouchées doubles, parce que souvent, c'est des très très gros projets qui n'auraient pas besoin de Ulule, si tu sais ce que je veux dire. Oui, j'ai vu. Il y a plein d'éditeurs, d'ailleurs, qui passent par Ulule maintenant. Ouais. C'est abusé. Ouais, on a un peu besoin, parce que les moutons, bon, on peut nous trouver en librairie et tout. C'est quand même assez modeste, on va dire. C'est vrai que les Ouais, non, mais je parlais des grosses maisons d'édition. Ouais. J'en ai vu, c'était quand le Héron d'argent, je crois. Non, je sais plus. Mais j'en ai vu plein, voilà, pour pouvoir faire le truc. Et ils explosent les compteurs, bah forcément. Ça n'a rien à voir, quoi. Il y a certaines œuvres. Si c'est le craft ou autre, ça explose tout. Alors bon. Ouais, c'est bien. Ils en ont pas besoin, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Moi, j'espère que ça marchera, parce que sinon, je sais pas comment je sors mon dernier tome, donc. Écoute, on va mobiliser les troupes, on va faire tout notre possible. Et j'espère très très fort que ça va marcher. Enfin, de toute façon, tu es un lecteur fidèle comme présent. Ouais. Ça, j'ai énormément de chance. Oui, ça c'est important. C'est là où on sent vrai écrit, c'est les lecteurs qui nous suivent de A à Z depuis la première œuvre. Oui, puis ils me suivent depuis longtemps, ils attendent la fin depuis longtemps, ils sont patients. Mais bon, c'est leur faute, hein, ils ont voulu l'échange là. Ah bah voilà. Allez, sur ce, bon, ben voilà, merci pour tous. Merci pour tout. Pas de rien, Marie. Donc c'était les défilés du mois de mars avec Maria Giromalet pour Changelin, Fureur du Phénix. Et le mois prochain, on reçoit moi. En fait, je fais une lecture pour mon Hand Voltige, dont la suite est prévue pour cette année.
qui lui va Eh bien. ben voilà. Donc, je vous dis au mois prochain, avril. J'espère vous trouver aussi enthousiastes et nombreux. Merci beaucoup. Merci à tous. Et au revoir.